Oui. C'est mieux. Ah, ok, je vais essayer de parler plus fort alors. Il faut parler fort. Oui. Bonjour à tous, désolé pour le petit retard. On a des soucis de setup ce matin, mais on espère que ça va bien se passer. Bonjour à tous les présents pour ce premier webinaire des Auditor Days. Je suis ravie de vous recevoir avec Huguette Fati et Jimmy Martin. Donc, bonjour. Pour cette première, bonjour à tous. Donc, mettez bien sur le chat si le son est bon, si vous nous voyez bien. Si jamais la connexion coupe, ne vous inquiétez pas, Huguette et Jimmy continueront. Donc, on va faire pour le mieux. On va peut-être commencer par une petite question d'introduction. Dites-nous si vous êtes centre de formation, auditeur, qu'on sache un peu qui est là ce matin avec nous. J'en profite aussi pour vous rappeler donc, que vous pouvez nous retrouver sur Digiformat, Digiformag et OF Connect, pour ceux qui nous connaissent déjà bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, évidemment, on vous enverra tous les liens à la fin du webinaire. L'idée, c'est qu'on passe un moment ensemble. On ne va pas forcément vous partager de slides. On va être vraiment dans une conversation avec Huguette et Jimmy qui va être assez transparente et on prendra vos questions au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Évidemment, on n'est pas là pour vous aider pour votre audit aujourd'hui, donc on évitera les questions sur les audits de renouvellement. On est surtout là pour s'adresser aussi aux gens qui veulent devenir auditeurs et qui pensent en tout cas à candidater ces prochaines semaines. Je rappelle aussi que tout ce qu'on dira ce matin n'est pas un relais de com de la DGEFP. Nous essaierons aussi de faire intervenir au fil des prochains mois tous les certificateurs Calliope. Ils sont nombreux, ils sont 36. Là, ce matin, nous avons Certifopac et Officert, on aura l'AFNOR, on aura ICPF. Et évidemment qu'on refera des webinaires avec d'autres. Et on continuera à partager un peu nos feedbacks sur Calliope. Huguette, Jimmy, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement en 2 mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Très bien. Honneur aux femmes ou… Alors, j'y vais, Jimmy. Vas-y. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Huguette Fati, cofondatrice de Officert et présidente de Officert. Donc, Officert a à peu près 2 ans. Donc, on est un petit poussé, un petit organisme de certification. On a une équipe d'auditeurs freelance indépendants de 15 à 20 auditeurs. Et pendant 1 an, on a été autorisé à délivrer des certifications. Et depuis 1 an, on est accrédité COFRAC. Donc, ancienne auditrice chez AFNOR et chez Proneo. Et j'ai également été auditrice Calliope. Ça marche. Merci beaucoup, Huguette. Et toi, Jimmy, que je ne présente plus. Donc bonjour à tous. Alors Jimmy Martin, donc un des cofondateurs de Certifopac, un certificateur donc qui fait que du Calliope. On a actuellement donc 8 auditeurs salariés et un peu plus de 80 auditeurs externes. Donc c'est vrai que quand Pascal m'a proposé d'intervenir sur cette thématique de qu'est-ce que c'est d'être un auditeur Calliope en 2024, comment devenir un auditeur. Je me suis dit c'est chouette parce qu'au final on parle beaucoup de la certification Calliope, on parle beaucoup des audités, mais on parle pas beaucoup des auditeurs. Et je pense que c'est un sujet assez intéressant. Et voilà, donc avec plaisir pour échanger avec vous pendant 1 heure. Et je rappelle aussi que donc, demain, on aura un 2e webinaire avec Séverine Fingal et Sandrine Carbonaro sur le futur de Calliope. Et jeudi, un dernier sur la partie plus posture de l'auditeur et qu'on parle peut-être plus de choses qui se sont passées pendant ces 3 ans sur la relation parfois un peu compliquée entre auditeurs et audités et puis de la formation des auditeurs aussi, mais on en parlera déjà un petit peu tous les 3. Alors, peut-être, on va commencer, on s'est dit qu'on allait le faire en plusieurs temps, ce webinaire, donc il va durer un peu moins d'1 heure. Commencer un peu par remettre le contexte, quel est le métier, quelles sont un peu les bases légales de ce métier et l'historique. Et puis après, on passera à des questions un peu plus techniques. Jimmy, tu veux commencer ? Oui, alors je laisserai après compléter avec Huguette, mais en fait, alors ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que il y a un schéma d'accréditation qui dicte un petit peu ce qu'on doit faire nous en tant que certificateur. Et dans ce schéma ou programme, on parle aussi de programme d'accréditation. Vous avez les textes de loi, donc les textes fondateurs de la certification Calliope, et tous les décrets, les arrêtés de juin 2019. Donc ça commence à dater un petit peu maintenant, mais c'est vraiment dans ces textes-là, dans les textes fondateurs, qu'on va avoir la notion de finalement qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on exige d'un auditeur Calliope.
Et en fait, quand on creuse ces textes, je pourrais envoyer toutes les références après, mais on pourrait en fait se dire que les prérequis réglementaires, en tout cas, sont assez light. Parce que dans les textes, on dit que l'auditeur Calliope doit disposer d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle et ou de l'audit. Point. Voilà. Donc après, finalement, cette phrase-là, elle a été interprétée par les 36 certificateurs. Et les 36 certificateurs ont créé sur la base de cette phrase leur programme de qualification, leur parcours de qualification. Donc c'est pour ça que le parcours est pas forcément le même chez moi, chez Huguette, chez AFNOR, chez n'importe qui, parce que finalement c'est assez libre, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est déjà intéressant d'avoir ça comme point d'entrée, en se disant voilà, il y a cette exigence réglementaire, et puis il y a derrière tous les certificateurs qui créent leur propre programme. Voilà. Après Huguette, si tu veux rebondir, n'hésite pas. Hein. Oui, en fait, moi, mon point de départ, quand on rentre dans ce référentiel national Calliope, en 2019, on nous dit il va avoir des auditeurs Calliope. Faisant partie d'auditeurs système, le point commun, c'est le mot auditeur. Mais en fait, je pense qu'il faut repartir de qu'est-ce qu'un auditeur. Et pour moi, un auditeur, avant tout, c'est une personne qui écoute et qui est missionnée pour s'assurer de la conformité par rapport à un référentiel. Là, en l'occurrence, le référentiel national qualité Calliope, dans sa version en vigueur, V9. Mais donc, du coup, effectivement, comme l'a dit Jimmy, on n'avait pas d'autres informations. J'ai été faire quelques recherches sur les fiches ROM de France Travail pour savoir si le métier d'auditeur, il existe réellement. Donc, en fait, on ne retrouve pas de traces de métier d'auditeur, si ce n'est l'auditeur comptable. Donc, effectivement, il y avait ces auditeurs système ISO qui existent depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années en France, et puis depuis 4 ans, il y a l'auditeur Calliope. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'un auditeur Calliope? Moi, c'était ma première question. Et les réponses qu'Officert ont apportées, un auditeur Calliope, ça peut avoir 2 profils. Donc, un auditeur qui vient de l'audit système et un auditeur qui vient, en fait, de l'expérience du monde de la formation et qui va, grâce, en fait, au monde de la formation, pouvoir réaliser des missions d'audit. Dans un cas, il y a l'auditeur système qui, lui, connaît le métier de l'audit et dans l'autre, il y a l'auditeur qui connaît le monde de la formation. Et l'ensemble des deux fait un auditeur Calliope. Et effectivement, pour qu'il soit auditeur Calliope, le COFRAC nous livre en fait des informations dans notre référentiel 17065. C'est le référentiel que nous, organismes de certification, on doit s'assurer que nous-mêmes, on est conforme à ces exigences. Et dans ce référentiel, on nous donne que très peu d'informations. Et c'est pour ça que tout le monde, les 36 organismes certificateurs, ont conçu des parcours de qualification pour aller chercher les compétences complémentaires sur les 2 profils d'auditeurs. Est-ce que vous parlez pour la petite histoire, Jimmy et Huguette, parce qu'effectivement, vous avez parlé du COFRAC, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Et c'est intéressant de dire aussi que les auditeurs sont aussi audités. Alors, ça n'arrive pas tous les matins, mais tout de même, il y a aussi ce COFRAC derrière qui est là pour vous surveiller. Tout à fait. Alors, le COFRAC, c'est le comité d'accréditation. C'est l'unique organe de contrôle en France. Et effectivement, Jimmy, on a échangé. Ils viennent nous évaluer. Ils viennent nous évaluer au moins une fois par an. Et sur la base de la réalisation des audits réalisés par nos auditeurs. Donc, il peut y avoir des évaluations documentaires, mais aussi des évaluations sur site. Et là, c'est la contribution de nos auditeurs en direct. Donc, un évaluateur COFRAC va venir s'assurer qu'il respecte le référentiel 17065, mais aussi qu'il a la maîtrise parfaite du référentiel national qualité.
Alors, on a parlé un peu base légale. On peut parler maintenant aussi du métier, de comment faire pour devenir auditeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, chez vous, en tout cas, Huguette et Jimmy, comment ça se passe et notamment sur le fait que la plupart aujourd'hui d'entre vous, enfin des auditeurs, sont freelance, sont indépendants et ne sont pas forcément en CDI. Alors, peut-être déjà quelques chiffres par rapport au marché, juste pour rappeler qu'on a quand même 45 000 certifiés Calliope aujourd'hui. À peu de choses près, hein, c'est à peu près 45 000. Donc, il y a quand même un besoin assez récurrent d'audit, parce que ok, ils sont certifiés, mais derrière, il faut faire les surveillances, puis les renouvellements, et donc ça nécessite d'avoir quand même pas mal d'auditeurs sous la main. Surtout que si je rentre aussi un petit peu dans la partie COFRAC, on n'est pas censé conserver le même auditeur à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut passer peut-être 2-3 audits maximum avec le même auditeur, mais à un moment donné, alors, les process de chaque certificateur sont pas tous les mêmes, mais à un moment donné, on va vous dire non, là écoutez, monsieur Truc, vous l'avez déjà eu 3 fois, c'est un peu beaucoup, mais là on va changer. Voilà. Ça permet en fait à chaque certificateur de garantir son impartialité, son indépendance, parce que c'est quand on connaît la personne, forcément que derrière il peut y avoir quand même pas mal de risques en matière d'impartialité. Quand on parle de ce postulat-là, on se rend bien compte que il y a un volume d'auditeurs Calliope sur le marché qui est assez conséquent. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel. Il n'y a pas de on discutait avec Huguette par rapport à ça. Il n'y a pas de chiffre, mais on peut quand même se dire assez facilement que on peut très bien envisager qu'on est entre 2000, peut-être même plus, 2000, 2500 auditeurs Calliope aujourd'hui qualifiés. Pour justement pour encaisser toute cette masse d'organismes à certifier. Donc sur ces 2500 auditeurs, ils sont pas tous qualifiés de la même façon. Voilà. Moi pour vous expliquer très rapidement comment ça marche chez nous, déjà on part du besoin. Moi je vais pas qualifier 35 auditeurs sur la région lyonnaise si finalement mon besoin, si je peux donner à manger à que 4 ou 5. Donc des fois c'est un petit peu frustrant pour nous parce qu'on reçoit plein de candidatures, que ce soit sur des métropoles ou sur des zones un petit peu diverses et variées. Mais en fait, tout de suite, sans parler de compétences ou autres, sans parler d'aller plus loin dans un éventuel entretien, ça va être tout de suite la zone géographique, tout simplement. Donc peut-être que si vous êtes sur Paris, vous avez peut-être plus de chances d'être qualifié chez des certificateurs parce que forcément il y a plus de volume. Après, ça veut rien dire parce que moi, là, par exemple, typiquement, je faisais le point ce matin avec mon équipe. J'ai des besoins sur Cannes, Biarritz, Grenoble, donc sur des besoins qui sont très localisés, mais où on n'a pas des candidatures tous les 4 matins. Donc vraiment, le point d'entrée, c'est ça. Et après, c'est process RH classique, c'est-à-dire candidature, entretien, vérification des prérequis. On va vérifier les expériences dans le champ de la formation, bien sûr, les expériences aussi dans l'audit. S'il n'y en a pas, on a un parcours de formation en interne qu'on peut suivre, à la fois sur Calliope, sur les process métiers. Et puis derrière, on est qualifié, voilà, avec une observation d'audit qui peut être fait en visio, qui peut être fait sur site, voilà, pour pas trop rentrer dans les détails. Je ne sais pas si Huguette, tu veux peut-être compléter un petit peu. Oui, parce que donc nous, c'est assez similaire que chez Certifopac. Donc on a donc 2 profils, comme je vous l'ai dit. On a des auditeurs donc système et des auditeurs qui viennent du monde de la formation. Si on est un primo auditeur, ça veut dire que je n'ai jamais réalisé d'audit, mais que je viens du monde de la formation, donc il va avoir un parcours dédié, qui va être justement donc la candidature à candidature. Donc on fait systématiquement une réunion de présentation de Officert et de ses outils Calliope pour mener ces fameux audits. Ensuite, si besoin de formation pour pouvoir acquérir les compétences attendues, on va faire 2 jours de formation sur le référentiel et on va faire des jeux de rôle pour pouvoir en fait simuler des audits. On va aussi qualifier, ça c'est très important, l'auditeur en fonction de son expérience. Et donc vous savez, il y a 4 catégories de formation, pardon. Il y a en fait la VAE, donc il y a l'OF, le CFA et le bilan de compétences.
on ne qualifie pas d'emblée nos auditeurs sur les 4 catégories. C'est en fonction en fait de leur expérience, donc de leur CV et de la réalisation d'au moins 2 audits par catégorie de formation. Donc, on a donc ensuite, à la suite de cette formation de 2 jours, on va faire comme Jimmy un audit d'observation qui peut se faire à distance. Et par contre, on fait un audit de supervision pour qu'on puisse avoir une idée de comment ça se passe en direct, voir comment en fait se positionne l'auditeur. Ensuite, à l'issue de ça, on suit son rapport, on l'étudie et on fait un retour d'expérience par rapport au premier rapport écrit, des allers-retours. Et ensuite, seulement ensuite, il est qualifié chez nous. Donc voilà. Et puis pour celui qui est déjà système, on a un parcours qui peut être allégé. Alors, Pascal, on t'entend pas, mais je te propose qu'on prenne quelques questions. Il y avait une question en fait d'une personne qui nous disait, est-ce qu'on peut être à la fois OF, accompagnateur, auditeur? Alors oui, en fait, on peut parce que et c'est même en fait très fréquent. On a beaucoup d'auditeurs sur le marché qui sont à la fois OF. Alors après, qu'ils soient accompagnateurs d'OF, c'est plutôt, enfin c'est plus rare parce que c'est un marché qui est quand même un petit peu plus restreint, mais en tout cas, c'est possible. Et comment derrière le certificateur s'assure de son impartialité? Bah, tout simplement en garantissant, par exemple, que il y ait 2 services dédiés, à la fois le service dédié pour l'auditeur et puis le service dédié pour la partie OF. Voilà, ça là-dessus, c'est assez bien calé. Sachant que dans la question, là, quand vous parlez de certificateur, là, quand on dit certificateur, bah, j'imagine que c'est certificateur, donc Calliope. La démarche, en fait, l'étape est beaucoup plus importante. Il faut être autorisé par le COFRAC. Et là, c'est plus compliqué. Et quand on est certificateur, là, pour le coup, on ne peut pas être organisme de formation. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure, on parlait avec Huguette même bah, de parcours de formation en interne, en fait, on n'est pas OF. On n'est pas OF, nous. Voilà, on qualifie nos auditeurs en interne, mais on n'a pas le droit d'avoir une activité en lien avec le service que l'on certifie. Auquel cas, C'est pour ça là, d'ailleurs. la formation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit parcours de qualification et non parcours de formation. Ouais. Et c'est important parce que des fois, moi j'en ai qui me demandent une attestation de fin de formation et on leur dit bah non, on vous donne une attestation de qualification qui est valable en plus un certain temps parce que souvent elle est valable 3 ans, je sais pas chez toi. 2 ans. Ouais, voilà, donc 2, 3 ans. Donc ça a une durée limitée parce que derrière, ben, c'est une qualification qui vit dans le temps. Et pour la maintenir, bah, il y a un certain nombre de points à vérifier. Par exemple, avoir fait un certain nombre d'audits, avoir une satisfaction, enfin des stats voilà qui sont cohérentes, tout plein de choses en fait pour permettre de bien maintenir cette qualification. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, sur toutes les questions liées à l'accompagnement, en fait, comment ça marche? Alors, normalement, chez tous les certificateurs, lorsque l'auditeur est missionné, il y a un certain nombre de points qui nous permettent de dire qu'on ne le missionne pas sur, bah, par exemple, les organismes de formation qu'il connaît ou qui travaillent sur le même secteur d'activité. Voilà, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'avais une auditrice qui est aussi formatrice d'anglais. Je lui propose en fait un audit un petit peu loin de chez elle, mais sur la partie en fait numérique, anglais. Et il s'avère que le client dit bah écoutez, moi ça me gêne un petit peu parce que cette auditrice, elle fait de la formation en anglais comme moi. J'ai peur que ce soit ma concurrente et que elle me pique des parts de marché ou quoi. Alors déjà là-dessus, il y a tout un paquet de docs, de chartes d'engagement, d'éthique, d'impartialité, les contrats qui sont signés par les auditeurs et qui permettent en théorie de garantir tout ça. Après, les clients ont tous la possibilité de récuser les auditeurs si ça se justifie. Donc là, bah, par exemple, c'était plutôt entendable. On a dit, bah oui, écoutez, il n'y a pas de souci, on comprend tout à fait, même si le risque était très limité parce que c'est une dame qui faisait enfin, c'était donc une auditrice qui faisait que de la formation en ligne et c'était pas forcément un marché local. Le risque était limité, mais en tout cas, on essaye autant que faire se peut d'écouter les clients et de bien comprendre aussi leurs inquiétudes par rapport à ça, quoi. Très souvent, ça marche comme ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres Il y a pas mal de. questions? Ouais, si tu veux reprendre peut-être la main, Huguette, sur d'autres questions. Ouais, donc il y a une question.
Alors, il y a une question qui est, est-ce que les auditeurs sont évalués en fonction de leur capacité d'adaptation au type d'entreprise ou ont-ils une expérience dans les entreprises hors OF? Alors donc, à ça, on peut répondre, Jimmy, que les auditeurs sont qualifiés en fonction de leur expérience passée dans le monde de la formation et dans le monde de l'audit. S'ils ont réalisé des audits, comme je disais, en action formation, OF, bilan de compétences, CFA, centre de formation d'apprentis, et VAE, validation validation des acquis par l'expérience, on va s'assurer que, en fait, ils aient bien ces compétences pour pouvoir les qualifier. Et c'est pas en fonction de la nature de l'entreprise qu'ils vont auditer, puisque l'idée c'est que c'est pas la thématique du centre de formation qui est importante, c'est le fait de bien connaître en fait les actions de formation qu'elle dispense. Donc, on va évaluer l'auditeur, enfin, on parle d'évaluation, on va qualifier l'auditeur en fonction de ça. Et effectivement, il peut avoir, à l'issue, en fait, de ces audits, une évaluation des auditeurs quand ils ont réalisé des audits. C'est-à-dire que pour maintenir les compétences, comme disait Jimmy, on va vérifier qu'ils aient toujours ces compétences et qu'ils répondent aux besoins. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. En fait, le COFRAG, justement, cet organe de contrôle, nous demande de nous assurer des compétences tout au fil de l'expérience de l'auditeur. Et donc, du coup, on va le qualifier, on peut les déqualifier, on peut maintenir les compétences. Et donc, du coup, à nous de mettre en place un système d'évaluation approprié. Moi, je sais que chez Officert, on évalue, en fait, on regarde à chaque fin de rapport comment s'est passé l'audit et on envoie en fait un retour d'évaluation à chaque audit et qu'une fois par an, on a un débrief avec l'auditeur, une évaluation sur les capacités qu'il a à conduire des audits dans les meilleures conditions. Parce que ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que le RNQ est en fait est le livrable de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc, le but d'avoir des auditeurs qualifiés, évalués au fil de l'eau, c'est de s'assurer que les formations que délivrent les organismes de formation concourent à permettre à ces stagiaires d'aller chercher en fait des formations qui leur permettent d'aller vers justement une réorientation, une évolution dans leur métier. Donc, on n'est pas les garants de quoi que ce soit, mais on doit s'assurer que toutes les offres de formation délivrées par les OF sont en lien avec ce besoin. Alors, j'espère que mon son va mieux. Ça marche. Super. Merci pour votre patience. Bon, mais merci d'avoir géré, Huguette et Jimmy. Vous êtes au top. Donc, je ne sais pas si vous avez pu récupérer des questions ou à quel moment, enfin, où on en était. Est-ce qu'on peut en prendre quelques questions encore? Oui, okay. Oui, on peut, ouais. Super. Alors, attends, je reviens un peu sur l'onglet questions. Pensez bien à voter pour faire remonter les questions qui vous concernent le plus. Il y a pas mal de retours sur le mélange des genres entre on est consultant et à la fois on est auditeur. Ça, je pense que vous l'avez abordé. Oui, ou pas encore. Ouais. Il y avait une question après d'Amélie sur les formations payantes. Est-ce qu'elles étaient payantes? Alors, non, c'est-à-dire que, alors normalement non. Après, en tout cas, chez nous, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, on peut pas faire un business en fait là-dessus. C'est-à-dire qu'en tant que certificateur, quand on qualifie, c'est pour un besoin en interne. Donc, ce serait un peu malvenu de vendre notre formation entre guillemets d'auditeur parce que c'est pas une formation en tant que telle. On délivre une attestation de qualification simplement. Voilà. Donc, elles sont pas payantes. En tout cas, pas chez nous. Je sais pas chez toi, Huguette, mais normalement, j'en ai jamais vu quoi. Le parcours de qualification n'est pas une prestation. Nous, on n'a pas de prestation de formation. Donc notre parcours. Après, il y a des prestations qui existent sur le marché. Voilà, il y a des personnes qui sont un petit peu, qui se sont engouffrées dans cette niche-là de former des auditeurs. Voilà, c'est un petit peu comme tout après, hein, donc ça, faut se renseigner si ça vous intéresse vraiment. Après, par rapport aux régions et aux départements où il manquait des auditeurs, j'ai envie de dire, ça va surtout dépendre du certificateur. Ça va être très varié. Nous, je sais que comme on intervient sur toute la France, mais notre siège social est en région Rhône-Alpes, donc historiquement, on a beaucoup d'auditeurs sur la région Rhône-Alpes.
Peut-être plus, par exemple, qu'à Biarritz ou à Cannes ou à Nice. Voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ces 3 communes. Mais ça, c'est ma problématique, enfin, là, actuelle, qui sera peut-être pas la même chez Huguette ou chez d'autres certificateurs. Donc ça, en fait, il faut pas hésiter. Ça répondra aussi à une autre question qui est, est-ce qu'on peut être auditeur chez plusieurs certificateurs? Alors, oui, sauf si le certificateur dit expressément dans ses contrats, non, moi, je veux l'exclure. Voilà. Je sais qu'au début, ça se faisait. Quand au tout début du marché en 2020, je sais que certains confrères avaient une clause d'exclusivité dans leur contrat d'auditeur. Ils l'ont très vite fait sauter parce que c'était assez frustrant déjà pour les auditeurs qui étaient qualifiés chez eux. Et puis, il y a quand même voilà, c'est quand même un sujet assez malsain parce que une clause comme ça peut vite être considéré aussi derrière comme du salariat déguisé. Et donc, au final, je pense que c'est une pratique qu'on a vite vu disparaître. Enfin, du moins, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Voilà. Et vous voyez tous les deux, Huguette et Jimmy, depuis 3 ans, des choses qui sont en train de changer dans les profils aussi des auditeurs que vous avez, ou des attentes qui n'étaient pas forcément les mêmes il y a 2 ans en arrière, ou des profils aussi qui sont très différents? Moi, ce que j'ai vu, c'est que au tout début, quand c'est arrivé, donc ce référentiel 2019-2020, c'était énormément des auditeurs ISO système qui étaient là, et des personnes qui étaient vraiment aguerries sur la conduite de l'audit. Et dès 2021-2022, des consultants, des formateurs se sont intéressés au métier d'auditeur Calliope. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça me semble équilibré. Donc, du coup, on a autant d'auditeurs système que d'auditeurs formation. Et ils n'ont pas forcément les mêmes niveaux d'exigence. Parce qu'un auditeur ISO, il savait exactement quel était le cadre de rémunération, etc. Le formateur le savait pas trop bien. Donc, du coup, oui, il y a une évolution, en fait, du profil des auditeurs. Et toi, Jimmy, aussi, tu as vu un peu cette évolution? Alors, en fait, l'évolution, c'est oui. Alors moi, je te rejoins, Huguette. Après, en fait, c'est une évolution qui est très confortable parce qu'au début, forcément, on arrive sur un nouveau marché. Calliope, il y a peu d'experts. Donc, au final, voilà, il faut trier, il faut former les gens, il faut les acculturer. Donc, ça a été un petit peu long. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus confortable aujourd'hui parce que on a plus de super CV qu'on en avait avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, maintenant, ceux qui postulent, ils ont tous leur expérience Calliope. Donc, soit ils l'ont monté pour leur propre OF, soit ils étaient responsables qualité dans un OF. Maintenant, ils ont démissionné, ils ont monté leur boîte. Ils veulent faire du consulting ou de l'audit. Et ça, en fait, nous, en tant que certificateurs, pour les qualifier, déjà, on gagne du temps. C'est rassurant parce qu'ils connaissent déjà un peu la démarche. Alors, ils sont pas qualifiés à 100%. Il faut qu'on les accompagne sur la posture d'audit parce que c'est quand même un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est plus facile, entre guillemets, de monter en compétence un auditeur aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Ça, très clairement. Ouais. Oui, il y a pas mal de participants qui nous disent qu'ils sont effectivement à côté formateurs, consultants, des fois un peu salariés. Est-ce qu'il y a un plafond minimum d'audit par mois pour dire que voilà, on est vraiment auditeur, ou il n'y en a pas forcément? Il faut penser en fait au maintien de la qualification. Donc, pour pouvoir continuer à être auditeur, il faut avoir réalisé un nombre d'audits par an. Donc, à minima, les faire. Mais il n'y a pas... il faut savoir que l'audit Calliope, comme les autres audits, c'est saisonnier. Donc, il va avoir 2 grosses périodes. Et donc, du coup, il y a des périodes où c'est un petit peu plat. Et donc, on peut pas dire il faut faire 10 audits par mois ou 15 audits par mois. C'est en fonction aussi de, justement, ce que vous voulez en faire. Si c'est pour compléter votre expérience, votre compétence, ou si vous voulez en faire un métier. Moi, en tant qu'auditrice, sur la fin de l'année 2021, sur le mois de septembre à décembre, j'ai fait une centaine d'audits Calliope. C'était énorme. Après, c'est en fonction de vraiment ce que l'on souhaite. Pour moi, ça a été un métier, et donc voilà, et je me suis éclatée dans ce métier. Et pour rebondir, il y a quand même aussi beaucoup, enfin là je parle pour les freelances, mais il y a beaucoup d'auditeurs Calliope où finalement l'audit Calliope représente peut-être seulement 15 à 20% de leur activité parce qu'ils ont leur OF à côté à gérer ou leur entreprise à gérer. Et donc oui, on a des profils où ils sont salariés
dans des entreprises, ils ont leur micro et ils font de la presta. Ça, c'est un modèle économique qui est très récurrent chez les auditeurs Calliope. Pourquoi? Parce que, enfin, moi, je pense que c'est vraiment en fait une démarche quand on rentre dans l'audit Calliope. Alors oui, il y a l'aspect, bien sûr, il y en a qui font ça comme activité principale, c'est leur chiffre d'affaires principal et voilà. Mais il y en a en fait qui voient ça comme une activité complémentaire qui leur permet en fait au final d'être en veille sur leur marché et eux-mêmes d'apprendre aussi pour leur propre OF, pour leur propre structure ou pour leur propre projet. J'ai fait aussi pas mal d'audits et c'est vrai que l'audit Calliope, c'est très riche pour l'auditeur. On voit plein de choses, la veille pédagogique, la veille numérique, la veille technologique, c'est tout plein de choses. En tant qu'auditeur, c'est très très riche. Et donc, certains en fait viennent sur ce marché pas par opportunisme, mais par curiosité, par envie d'échanger aussi avec les OF. Et ça, c'est un truc à avoir en tête parce que on voit aussi trop souvent l'auditeur comme un peu le méchant, le cow-boy qui arrive avec son gros chapeau, là, son machin. Non, enfin, ils sont un peu comme vous, quoi, très souvent. Alors, ils ont la posture. Voilà, c'est sûr que la posture d'auditeur, c'est pas la plus facile. Faut être neutre, faut être impartial, faut être, voilà. Mais, il y a cette envie aussi, cette envie quand même d'apprendre entre guillemets, qui je pense revient assez souvent chez les auditeurs Calliope en tout cas. Oui, puis le plaisir de voir l'évolution aussi d'un client qu'on a audité et puis qui en 18 mois a pu évoluer et améliorer ses process. Il y a des questions qui reviennent pas mal, Huguette et Jimmy, sur la partie rémunération. Je pense qu'on va pouvoir en parler aussi parce que ça intéresse évidemment un peu tout le monde. Comment ça se passe chez vous? Alors donc en fait il y a deux profils, hein. Il y a ceux qui sont salariés et ceux qui sont en indépendant. En fait pour tous ceux qui sont indépendants c'est un tarif à la journée. C'est un tarif à la journée avec les frais de déplacement. Faut savoir que chez Officert nous on opère de cette façon, c'est que l'auditeur doit réaliser son rapport pendant l'audit. Donc en fait il est payé à la journée. Si la durée de l'audit c'est 3 jours, et ben c'est nous, je vais être totalement transparente, hein, on est à 470 € jour plus les frais de déplacement, c'est-à-dire que tous les frais de déplacement sont pris en charge. On a bien sûr une charte avec justement des plafonds, mais voilà, on paye au réel. Donc l'idée c'est de faire le rapport pendant l'audit tout en échangeant avec l'audité, avec l'OF. Donc voilà, c'est un prix, j'ai vu à peu près, donc au niveau des 36 OF, les honoraires peuvent aller de 300 à 750. Donc voilà, nous on s'est placé dans de façon un montant médian pour que l'audité s'y retrouve et que le client s'y retrouve. Parce qu'il faut savoir que la journée d'audit qu'on facture au client, c'est pas aussi des 1000 et des 100. Et on veut payer correctement notre auditeur. Ça marche. Merci Huguette. Et de votre côté, Jimmy? On est plutôt sur ces volumes-là. Après, moi, je tenais quand même à distinguer les audits à distance et les audits sur site. Un audit à distance, il démarre à 420 € chez nous, un petit peu plus pour les audits sur site avec les frais. Nous, on est sur du forfaitaire. Donc, c'est du forfaitaire où, en fait, on cale avec l'auditeur. Enfin, c'est juste pour des raisons de pure productivité. C'est en fait, on se cale en amont avec lui de dire, bon, pour cette mission, est-ce que tu penses que 50, 80 ou 150, ça fera l'affaire? Donc, on se cale avec lui sur Via Michelin, les kilométrages, les frais voilà. Et en fait, au final, on se cale sur ce forfait et on gagne un petit peu de temps dans la gestion administrative. Mais alors, je reviens sur un truc, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que disait, en fait, Huguette sur la partie rapport d'audit, traitement. Il y a un truc qui est vraiment différenciant quand on est auditeur Calliope, c'est surtout l'outil ou les outils qui sont mis à disposition par le certificateur. Et là, en fait, on a de tout. On a le bon vieux Word ou le bon vieux Excel. Et puis, on en a d'autres. Donc, nous, c'est le choix qu'on a fait d'investir sur une appli d'audit, donc une application d'audit. Et au final, en fait, ça nous permet de dire à nos auditeurs, bon, voilà, moi, je suis à ce montant-là. Mais par contre, tu passes pas 3 heures avant à faire ton plan d'audit.
et puis 3 heures après à faire ton traitement post-audit parce que tout est centralisé sur mon application. Donc ça, en fait, il faut vous renseigner. Faut, voilà, quand vous allez voir auprès de chaque certificateur, il faut regarder un petit peu comment ils travaillent, quels outils ils ont, parce que c'est sûr que être payé 700 jours, mais avoir un plan d'audit Word à remplir, à envoyer par mail, à mettre en pièce jointe, un machin truc, et puis pareil pour les traitements des non-conformités, au final, ok, vous avez vos 700 € la journée, mais si vous avez dû travailler, alors j'exagère un peu, mais si au final on travaille 2 fois plus, ça revient un petit peu au même si vous travaillez avec un qui a un peu plus d'outils, quoi. Donc c'est quand même à mettre en cohérence aussi avec tout ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jimmy. Oui, vous avez un rôle à jouer aussi en tant que certificateur pour faciliter un peu la vie des auditeurs et pas les écœurer du métier. Parce que mine de rien, les journées sont longues. Le rapport, on en parlera jeudi avec Hélène et Franck, mais la relation des fois avec le client n'est pas toujours évidente, donc il faut gérer ça. Et derrière, un travail post-audit parfois où il y a des non-conformités, il faut suivre. Donc, il y a tout ce travail-là qui n'est pas négligeable. Et on avait, en préparant le webinaire, évoqué aussi la question de l'IA. C'est aussi intéressant de voir comment les certificateurs Calliope peuvent s'emparer des outils pour améliorer le travail de leurs auditeurs. Et je ne sais pas si tous les deux, vous avez pu tester des choses déjà aussi dans ce sens. Alors, je sais que c'est une question pour Jimmy parce que c'est beaucoup des éléments qu'il maîtrise. Alors moi, l'IA, je me suis intéressée à l'IA par rapport en fait à la question du rapport, parce que dans le métier de l'audit, le plus important et le plus pesant, c'est le rapport. Donc, dans quel cas on peut sous-traiter à l'IA notre rapport d'audit? Pour Officert, c'est pas possible parce que le rapport d'audit se fait pendant l'audit. Après, il est envoyé maximum 48 heures à la commission et relu systématiquement. Donc, la seule utilité aujourd'hui que peuvent utiliser les auditeurs par rapport à leur audit, c'est la relecture éventuellement des fautes d'orthographe, la reformulation d'éventuelles certaines choses, mais en aucun cas faire un audit à la place de l'auditeur. C'est sûr, en fait, on est loin encore de l'audit Calliope ou même l'audit ISO, n'importe quoi, fait par une IA. Ça marchera pas. De toute façon, les textes réglementaires, les schémas d'accréditation, on a encore un monde là avec tout ça. Alors bien sûr, c'est des sujets où en fait tout le monde s'en empare un petit peu. Nous, on y va à tâtons. Là, on a créé un chatbot. Alors, vous l'avez sur notre site, mais c'est un chatbot public, donc il est vraiment light. Et on a un chatbot aussi en interne pour les auditeurs, où en fait, dans ce chatbot, on l'alimente avec tous les retours d'expérience. En fait, ce qu'on avait avant dans une FAQ, on avait une FAQ avec 15 000 réponses à des questions sur les indicateurs du référentiel. Est-ce que indicateur 2, faut le faire comme ci, comme ça? En fait, plutôt que ça vivote dans un document Word ou PDF ou machin qui était partagé, puis après, c'est dur d'aller chercher l'info. En fait, on le donne à manger à une IA. Donc, on le met en source. Et puis, l'auditeur qui a posé la question il y a 6 mois, il peut reposer la même question sur son bot en disant, tiens, comment j'audite l'indicateur 2 pour un nouvel entrant sur de la formation continue? Et paf, le bot va lui répondre entre la dernière version du guide de lecture plus nos bonnes pratiques. Voilà. On n'a pas trouvé d'autres usages actuellement parce que, c'est sûr que, en fait, l'IA, ça va être bien pour de la rédaction. Donc, on est plutôt sur des aspects rédactionnels, comme tu disais, corriger des fautes, reformuler peut-être des non-conformités pour supprimer tout élément subtil comme du conseil ou du machin. Mais de là à dire que l'IA va permettre d'aller décider à la place d'un auditeur, c'est pas du tout l'objet. Et c'est surtout pas ce qu'on veut, en fait. C'est surtout pas ce qu'on veut, puisque la thématique du jour, c'est l'auditeur Calliope. C'est un auditeur qui existe en 2024 et on espère qu'il va perdurer et qu'il va encore plus se professionnaliser. Donc, l'IA ne peut être qu'un assistant rédactionnel pour ma part. Et j'en profite pour ceux qui sont déjà auditeurs et qui ont un peu d'expérience dans le chat. Expliquez-nous un peu aussi vos contraintes, ce qui a été compliqué pour vous pendant ces 3 ans d'audit Calliope. On fait remonter un peu comme ça la parole aussi, même si vous l'avez, vous, Jimmy Huguette, un peu tous les jours avec vos auditeurs. Mais c'est bien qu'on la lise aussi et qu'on la partage.
On avait envie aussi peut-être de partager tous les trois même si ça a été compliqué parfois la relation, on l'a dit au début, entre les OF et les auditeurs. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont engagés, passionnés. Et effectivement, être auditeur, c'est un métier un peu à part et il faut être passionné par la formation, ça c'est une évidence. Et puis peut-être racontez-nous un peu des expériences des OF que vous avez pu croiser, vous, en tant qu'auditeur, Jimmy, Huguette, et que vous avez un bon souvenir en tout cas de ces audits. Des expériences qui vous reviennent. Eh ben, sur mon expérience d'auditrice, Calliope, l'idée c'était d'essayer d'être dans l'empathie sans l'être trop, de vraiment m'assurer de bien comprendre en fonction de ce que proposait l'organisme, justement, que ça allait fonctionner, que c'était une belle formation, que ça allait aider certaines personnes. Et donc, du coup, il y a toujours cette appréhension de se dire, je ne veux pas, en fait, je veux pas laisser l'OF sur une mauvaise impression et de dire que tout ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et on veut également pouvoir l'encourager, mais on a quand même cette obligation de rester, en fait, objectif, neutre. Et la difficulté, c'est que sur ce référentiel, en fait, il y a cette sanction qui est la non-conformité. Et donc, l'idée, c'est d'être très pédagogue lorsqu'on met une non-conformité. Et donc, moi, en tant qu'auditrice, j'ai mis des non-conformités, j'en ai mis de nombreuses, mais au final, ça s'est toujours très bien terminé. Et même quelquefois, à la fin de l'audit, donc il y a une enquête satisfaction, vous êtes l'auditeur, et des fois, j'ai eu quelques mois après, une fois, j'étais chez moi, il y a le facteur qui frappe à ma porte et j'ai reçu un cadeau d'une auditrice, d'un audité, ça m'a fait très plaisir. C'était en fait un parfum et puis des senteurs, enfin voilà. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, je lui ai mis des non-conformités, je lui ai expliqué pourquoi je lui ai mis des non-conformités. Et quelques mois plus tard, elle m'a envoyé un cadeau à mon adresse personnelle. Je ne sais même pas comment elle a fait pour la trouver. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que il faut pas avoir peur de mettre la non-conformité. Parce que la non-conformité, elle est essentielle pour que, justement, il s'améliore dans l'offre de formation qu'il propose. Donc, je mettais des non-conformités. Et j'en ai pas. Je rebondis sur les non-conformités. Je vois que sur OF Connect, on encourage beaucoup nos membres à partager quand ils ont passé leur audit. Et souvent, alors vous mettez audit décroché avec 0 non-conformité. Et c'est un peu le Graal. Bon, on est un peu comme à l'école parfois et on se dit, on a eu un peu un 20 sur 20. Mais n'ayez pas, surtout pas honte de dire, voilà, j'ai eu des non-conformités. Et au contraire, c'est ça qui va permettre à chacun de s'améliorer, de voir des indicateurs où effectivement, des fois, on est tous un peu hésitants et ça aide tout le monde à progresser. Donc, n'ayons pas peur des non-conformités. Jimmy, de ton côté, tu as une expérience un peu notable que tu veux nous partager? Alors ouais, j'en aurais beaucoup, mais non, en fait, alors moi j'aimerais rebondir sur un truc, c'est la posture d'auditeur, parce que on parlait tout à l'heure de la richesse du métier, l'activité, mais ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs aujourd'hui qui sont qualifiés et qui sont aussi formateurs en parallèle, ou même accompagnateurs aussi Calliope en parallèle. Et en fait, ce qui est important, c'est la posture. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même quand on audite que quand on fait de la formation ou de l'accompagnement. Et ça, c'est important, en fait, avant même de se dire, tiens, moi, l'audit de Calliope, ça m'intéresse, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai la posture? Est-ce que j'ai la posture de neutralité, d'indépendance, de pas avoir peur, entre guillemets, d'émettre un constat qui fera peut-être pas plaisir à la personne, mais en fait, on n'est pas là pour lui faire plaisir. Alors, on dit les choses avec humilité, avec bienveillance, avec honnêteté, mais des fois, il faut dire les choses quand même. Voilà, quand il y a un constat, il faut l'écrire et il faut le présenter. Donc, c'est pas évident et c'est pas la même posture. Et surtout, et ça, j'insiste aussi parce que chez Certifopac, on a fait, en fait, on organise chaque année ce qu'on appelle la réunion d'harmonisation en présentiel dans nos locaux. Donc, ça vient en fait en plus de nos réunions trimestrielles avec tous nos auditeurs. Mais là, c'est en présentiel chez nous. Et en fait,
le truc, moi, qui m'a marqué quand j'échange avec tous mes auditeurs qui sont freelance, ils me disent, bah, c'est chouette parce qu'on est un peu seul dans notre coin, voilà, on n'a pas tout le temps, on n'a pas toutes les infos, c'est vrai que, enfin voilà. Et je me dis en fait, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que quand on est auditeur Calliope, au même titre d'ailleurs que le formateur indépendant ou le consultant indépendant, bah, ce qui ressort souvent, c'est la solitude. Donc des fois, c'est bien. Je pense, j'avais dans le chat certaines questions de est-ce qu'on peut être certificateur pour plusieurs, enfin, est-ce qu'on peut être auditeur, pardon, pour plusieurs certificateurs. Alors, ça peut être bien parce qu'il y a ce côté, je fais partie du réseau de plusieurs certificateurs, donc j'ai plus de volume d'activité. Ça peut être bien. Après, si c'est pas forcément ce que vous recherchez, c'est aussi un inconvénient dans le sens où il faut rester qualifié chez ces 3 ou 4 là, qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques aussi. Donc peut-être que voilà, enfin, c'est des enjeux aussi d'harmonisation entre certificateurs. Donc voilà, c'est toujours un jeu en fait de se demander bah, qu'est-ce que je veux. Typiquement, si vous voulez 10 jours de mission d'audit Calliope dans le mois, c'est assez rare. Là, surtout maintenant où les équipes elles sont quand même montées chez tous, c'est rare de pouvoir travailler chez un seul. Ou sauf peut-être un très gros qui a du volume et vous êtes sur une zone enfin voilà, peut-être que si vous êtes en Guyane ou en Martinique et que c'est un peu tendu en ce moment là-bas parce que bah, on est dans les Drom et il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, bah oui, ça peut peut-être marcher. Mais en tout cas, voilà, faut se dire aussi que peut-être que ça vaut le coup d'aller chez plusieurs. Et puis aussi, moi j'en ai aussi qui font ça, c'est qu'ils se qualifient la première année chez 3 ou 4, puis bah ils voient avec le temps comment ça marche. Et puis ils se disent, bon, bah, au final, sur les 3 ou 4, à la fin de l'année, j'en garde qu'un seul, voire 2, ceux qui correspondent le plus à mes valeurs, ceux qui ont des outils sympas, ceux qui sont réactifs pour répondre à mes questions, qui font des choses aussi pour moi. Voilà. Et oui, pour répondre à Sana, on peut être auditeur en portage salarial, en fait, tout simplement. On facture, nous, à la boîte de portage. Oui, et puis c'est une fonction aussi où certains auditeurs l'ont fait pendant 3 ans. Donc là, on arrive. Alors j'ai parlé un peu vite. Hein, c'est pas la fin de la vague. Je pense que d'ici décembre, on aura fini les renouvellements, mais c'est pas tout à fait la fin de la vague. Certains ils sont en plein dedans, donc bon courage à vous. Mais c'est vrai que moi, j'ai certains auditeurs qui me disent, j'en ai fait beaucoup. Là, je me lasse un peu. Peut-être que voilà, je vais laisser un peu la main à d'autres personnes qui veulent démarrer dans le métier. Donc voilà, il y a effectivement, comme tu disais, Jimmy, pas mal de gens installés, mais ça va bouger constamment ces prochaines années. Donc voilà, il y a de la place encore pour pas mal de monde. Je sais pas, on peut prendre quelques questions si vous voulez. On a encore 10 minutes. Alors n'hésitez pas. Surtout, je pense peut-être à ceux qui sont déjà auditeurs et qui avaient des retours à faire. N'hésitez pas. Ah oui, il y a la question de Martine qui est intéressante sur l'adaptation à la taille des entreprises. Alors, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez conseiller un peu les auditeurs? Donc, effectivement, entre auditer une petite TPE où il y a une personne et puis un grand groupe, c'est pas la même chose. On en parlera de toute façon avec Hélène et Franck jeudi, mais il y a sans doute des choses qui se jouent. Alors, juste pour répondre très vite, mais nous, la politique, c'est plutôt qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que moi, je vais pas qualifier des personnes pour aller auditer que des indépendants, parce que je les sens pas aller auditer des groupes. C'est-à-dire que on met la barre haute dans le process initial sur l'onboarding, et derrière, ils sont censés, ils sont censés être compétents pour animer une réunion d'ouverture, que ce soit chez un grand groupe, dans un centre hospitalier, chez un formateur indépendant, en sachant que, enfin vraiment, et ça c'est aussi un truc qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude, mais les audits Calliope, il n'y en a pas un pareil. Le mardi matin, vous êtes en train de boire le café au domicile d'un formateur indépendant, parce qu'il n'a pas de local, donc il n'a pas loué pour l'occasion parce que ça lui fait des frais. Donc vous êtes chez lui, ça peut arriver. Hein. Alors dans le respect des règles il faut de la confidentialité, il faut un environnement qui soit professionnel, une table, des chaises, un écran pour partager. Mais en tout cas, ça peut arriver. Et puis à l'inverse, être accueilli dans une structure, dans un CFA avec plus de personnel. Donc voilà, c'est sûr que quand on parlait tout à l'heure de la posture, c'est aussi la posture vis-à-vis des clients, savoir s'adapter aussi à eux, quoi. Donc là-dessus, tout à fait. Oui, et puis je voulais ajouter,
en fait, on qualifie l'auditeur sur la base du même et seul référentiel national qualité dans la version en vigueur. Donc, c'est en fonction de ce référentiel qu'on le qualifie et il est commun à tous les OF. Donc, que l'entreprise soit une TPE ou une PME ou une PMI, peu importe, on ne doit pas en fait s'adapter. En fait, on ne doit pas auditer en fonction de la taille. Il faut être objectif, impartial et loyal. Il n'y aura pas des avantages parce que je suis un grand groupe ou parce que je suis un seul et un indépendant. Donc, c'est sur la base du référentiel qu'il faut vraiment auditer. Sans aucun passe-droit parce que je suis un très grand OF. Il y a une question qui revient, alors Pascal, on ne t'entend plus. Oui. Il y a une question qui revient, c'est à Nico. Pardon, oui. Un truc qui est revenu là, depuis quelques temps, c'est le minimum d'audit à faire par an. Alors ça, c'est chaque certificateur dans son process de qualification pour le maintien qui va le dire. Ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être 10 audits. Alors, on a fait le choix, nous, de pas mettre beaucoup parce que, par exemple, sur des zones géographiques, si vous êtes au fin fond de la Creuse, puis qu'il y a 5 ou 10 clients chez le certificateur, peut-être que vous ferez que 3 audits dans l'année. Donc, si moi, je mets en critères, il faut en faire 5, bah, ça vous squeeze automatiquement. Donc, c'est quand même dommage. Donc, souvent, c'est des critères qui sont cumulatifs. Ça peut être un nombre d'audits à minima. Donc, après, je sais pas, Huguette, combien c'est chez toi, mais voilà, nous, c'est entre, je sais plus, c'est 3 ou 4. Nous, c'est 2 par action de formation. D'accord, ouais. Donc voilà, et puis bah après derrière, ça va être cumulatif. C'est est-ce que j'ai participé au rayon d'harmonisation? Est-ce que j'ai participé, par exemple, des fois on fait des quiz quand il y a un nouveau référentiel qui sort, enfin une nouvelle version du guide de lecture du référentiel qui sort, bah tout de suite en fait on fait un quiz pour remettre tout le monde d'aplomb sur le sujet. Donc bah, est-ce qu'il l'a fait ou pas, quoi. Voilà. Et c'est uniquement dès lors que tous ces critères ont été validés que bah derrière on peut continuer à être qualifié. Il est vraiment important de maintenir ses compétences, pas seulement pour l'organisme de certification, mais pour s'assurer de toujours conduire un audit qui va permettre de s'assurer que l'offre de formation est en lien avec le besoin du marché, le besoin du stagiaire. Il y a une question de Célia qui rejoint un peu ce que vous disiez. Elle nous parle de la question du handicap. Donc évidemment, j'imagine bien que vous êtes vigilants vous aussi sur ces points-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer que vos auditeurs aient bien toutes les clés en main pour auditer un client qui aurait effectivement un handicap? Donc un OF qui aurait un audité qui se fait en situation d'handicap. Voilà, tout à fait. Alors, nous, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a modifié notre formulaire de vie en ligne où on fait un peu comme dans Calliope, c'est-à-dire on s'est dit, voilà, il ne faut pas que ce soit le cordonnier le plus mal chaussé. On a dit, bah, on va mettre une question sur est-ce que vous avez une situation particulière à nous déclarer? Alors, on ne parle pas de handicap en tant que tel. Ça peut être une difficulté, voilà, troubles physiques, machin. Très souvent, ce qui ressort, en fait, enfin là, ce qui est ressorti chez nous, c'est les personnes qui peuvent pas rester assises plus de 2-3 heures sur une chaise, qui ont des problèmes de dos. Puis, comme l'audit, on est assis sur une chaise, c'est un peu compliqué. Donc, auquel cas, les demandeurs, en fait, nous le déclarent et nous, on transmet l'information ensuite à l'auditeur. Et après, l'auditeur, tout simplement, il va mettre à jour son plan d'audit en disant, bah voilà, là, on a fait une pause à 10 heures, la personne s'est levée. Enfin, tout simplement, après, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Tant que la situation de handicap n'a pas d'impact sur la durée d'audit en tant que telle, il n'y a pas de sujet, en fait, on s'adapte, quoi. Et c'est plutôt rare, mais ça nous est arrivé une fois où on a eu l'ADIS. En fait, l'ADIS, c'est les associations départementales pour les insertions des sourds et muets. Donc, une association que l'on a auditée sur un département. Alors là, en fait, c'était génial parce qu'ils avaient leur propre traducteur, leur propre personnel pour assurer l'audit avec l'auditeur. Donc, on n'a pas eu besoin de mettre en place
une compensation particulière comme c'est demandé sur Calliope, sachant qu'en fait, nous, on n'a pas, c'est pas comme vous en tant qu'OF, par exemple, ceux qui sont OF ici, vous pouvez vous orienter vers la GFIP ou le FIFPH pour les questions handicap. Bah, nous, en tant que certificateur, c'est un peu plus limité parce que les fonds sont pas les mêmes, les financements sont pas les mêmes. Donc souvent, c'est les audités qui prennent, eux, le problème à bras le corps et puis se font financer s'il y a besoin. Voilà. Après, pour être honnête, c'est plutôt rare, voire très rare. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, mais ça arrive quand même. Voilà. Ça marche. En tout cas, ça pourrait être un sujet pour le COFRAC pour les années à venir. Mais on en parlera demain avec Séverine et Sandrine sur le futur de Calliope. On peut même conclure, si vous voulez, en pensant au webinaire de demain. Pour terminer, comment vous voyez Calliope dans 5 ans? Alors, moi, si je peux prendre la parole, Jimmy, donc Calliope dans 5 ans, en fait, si on se réfère aux chiffres de Centre Info, on est à 133 000 OF déclarés qui ont un numéro de déclaration d'activité et 45 000 de certifiés. On a, comme on a dit tout le long de ce webinaire, un nouveau métier d'auditeur Calliope, donc avec un marché encore assez important pour pouvoir en fait faire naître de nouvelles envies au niveau de l'audit et des audités. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, mais surtout pour permettre en fait à l'offre de formation d'être quelque chose de qualitatif, c'est-à-dire de permettre à toutes ces personnes qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir avoir un nouveau métier, une nouvelle orientation. Et c'est là, en fait, le rôle des OF, c'est de présenter des formations qui permettent de répondre à ces besoins, de permettre de faire évoluer les stagiaires, les futurs salariés dans leur mission. Donc, je pense que si tout est fait de façon concertée avec les OF, les OC, les différents acteurs, je pense que Calliope et les auditeurs Calliope ont un bel avenir. Et je leur souhaite un bel avenir parce que c'était quelque chose, je pense, de très c'est très sincère ce référentiel. C'est vraiment aider les gens qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à de la formation, parce que ce qu'il faut dire, la formation, c'était plutôt les cadres et les agents de maîtrise qui allaient, d'avoir cette possibilité d'aller chercher de nouvelles compétences, de changer leur vie professionnelle. Et donc, les OF y contribuent largement et les auditeurs qualifiés sont des contributeurs pour ce changement d'orientation professionnelle. Donc, moi, je pense qu'il y a un très bel avenir. Merci pour la note positive, Huguette. Jimmy, je te laisse conclure aussi, si tu le souhaites. J'aime beaucoup les petites remarques dans le chat parce que j'allais y venir. Il y a le fameux Calliope Plus qui va commencer à faire couler beaucoup d'encre. Le Calliope Plus, c'est une suggestion d'un rapport qui est sorti il y a quelques mois maintenant de l'IGAS sur les perspectives pour le futur. Alors, il y a plein de choses, hein. Enfin, on va pas débattre, mais peut-être remise à plat du référentiel parce qu'il y a des choses qui sont, enfin peut-être même beaucoup de choses qui sont pas cohérentes. On parle aussi de 2 référentiels, un pour le sous-traitant et un pour le donneur d'ordre, plutôt que de faire un micmac là comme on a eu avec la V9. Bon, ça c'est des choses qui sont faites par décret malheureusement. Et là, on a un contexte politique en France qui est plus tourné vers l'immobilisme jusqu'en 2026. Donc moi, j'y crois pas trop. En fait, je pense que déjà Calliope, on est quasi certain que on n'aura plus aucun document, plus aucune réglementation supplémentaire jusqu'à 2026. Ça, je pense que je me mouille, mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'ambiance actuellement. Voilà, c'est ça. Donc, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Ça, je sais pas, mais en tout cas, ça bougera pas. Après, on parle de Calliope Plus. Alors, Calliope Plus, moi, j'y crois. En fait, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense que ce sera toujours pareil. Ce sera en fait voué aux gros organismes qui vont répondre aux appels d'offres ou qui seront positionnés sur le Fonds social européen. Et puis point barre. Voilà. Mais en fait, j'y vois juste le truc de dire, bah voilà, Calliope Plus, c'est pour les appels d'offres, pour le FSE. Et puis les OPCO vont rester sur un fonctionnement plus tradi avec Calliope. Et puis peut-être que certaines sources de financement OPCO, peut-être les plus grosses, peut-être voilà, certains dispositifs un petit peu ponctuels seront soumis à du Calliope Plus. Voilà. Après, ça c'est ma vision, mais après je peux me tromper, mais en tout cas, il y a ce fameux débat aussi sur le fait que Calliope ne certifie que le process et pas la qualité de la formation
de façon intrinsèque, ou même du formateur. Voilà, parce que en fait, au final, c'est facile de certifier un process. C'est peut-être plus difficile de certifier une formation. On le voit bien avec France Compétences, le RSRNCP. La marche est immense aujourd'hui. Entre certifier Calliope et certifier une formation, c'est quand même assez compliqué. Et il y a aussi certifier le formateur. Donc, c'est un autre sujet. il y a pas d'obligation. Non, mais il n'y a pas d'obligation. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, enfin tant mieux, mais c'est peut-être dans les cartons de dire voilà, l'État pourrait très bien dire demain, on veut que les formateurs aient un diplôme au même titre que les avocats, que les médecins, enfin je sais pas. Voilà, est-ce qu'on va trop loin ou pas? Ça c'est pas à moi d'avoir la réponse, mais en tout cas, je pense que c'est des perspectives. Mais pour terminer, Calliope dans 5 ans. J'espère que ce sera encore là parce que sinon j'ai plus de business et donc que je fasse une reconversion. Non, mais en tout cas, en tout cas, je pense que ce sera là. C'est un permis de travail. C'est un permis. Il faut le voir comme ça. Et s'il y a du plus, il y a du plus quoi. Et puis voilà. Après, enfin, on verra quoi. On verra. Mais demain, de toute façon, pour ceux qui sont là, on en parlera plus en détail. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est que ces événements, on les continue, que ça soit un peu un espace de discussion aussi entre certificateurs, entre auditeurs, entre OF, pour se dire en transparence ce qui va pas, et puis réfléchir aussi à l'avenir du métier et puis de Calliope. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à ceux qui étaient présents sur le chat. On vous retrouve sur OF Connect. Évidemment, on vous fera un mail récapitulatif. Vous aurez le replay. Si vous voulez contacter Jimmy et Huguette, ils sont présents sur LinkedIn. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop harcelés, mais bon, c'est votre job aussi. Et puis, bonne chance à ceux aussi qui vont devenir auditeurs ces prochaines semaines. Bon courage à ceux qui passent leur audit de renouvellement en septembre. Et puis, moi, je vous dis à demain pour un deuxième webinaire des Auditeurs Day. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci Au revoir. Au revoir.